Et là, c'est pour mes amis de YouTube que ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Et on va faire un focus sur la commission d'enquête de Delphine Ernotte, la boss de France Télé. Une commission d'enquête qui a duré 4 heures. J'ai essayé de regarder, mais c'est un enfer parce qu'il y a eu pas mal d'interventions. Et le truc, c'est que les gens, les représentants du peuple, donc les parlementaires, t'avais notamment Aymeric Caron, il y avait Saint-Toul, tout un tas de députés qui prennent la parole, mais le problème c'est que c'est pas style ils posent une question, Delphine Ernotte répond et ensuite non, parfois ils sont 15 d'affilée à poser leurs longues questions, souvent à charge. Et derrière, tu vois, en fait, ça y est, t'as l'autre qui a posé sa question il y a 1 heure, on a déjà oublié. Et puis pareil pour les réponses, parfois ça va être le secrétaire adjoint ou je sais pas quoi. De toute façon, Florian va nous expliquer qui va répondre. Bref, c'était relou, mais c'est important. Oui, tiens, Nafta, tu fais bien de le dire par rapport à la news HMD. La Chine qui propose 100 millions de dollars aux Palestiniens. On a envie de dire, déjà faites un truc pour les Ouïghours que vous enfermez dans des camps, s'il vous plaît. Et donc, en fait, là, il y a eu un truc intéressant et même flippant par rapport à cette audition de France Télé. C'est vrai que ces derniers temps, pour celles et ceux qui regardent CKR, on est sur les côtes de France Télé qui commence à devenir CNews, qui commence à admettre l'opinion, à se dire que les sources, finalement, bon, ça va, parce qu'elles voient que ça marche bien chez CNews. Et d'ailleurs, ils ont plusieurs transfuges de la chaîne de Bolloré chez eux. Mais avant de vous montrer la vidéo d'Aymeric Caron qui pose la question, on va déjà voir un peu la perception de CNews de la part d'Éric Antoine, qu'on entend rarement sur ce genre de thématique. Et regardez ce qu'il a dit concernant la chaîne qui nous fait l'honneur d'accueillir toutes celles et ceux qu'on aime, Christine Kelly, Pascal Praud ou encore Morandini. Voilà ce qu'il en dit. C'est terrible, mais en fait, alors, ce qui est pour moi qui est très important aussi, parce que évidemment, de sensibilité, je suis vegan, je suis écologiste, je suis féministe, je suis woke, je suis... Vous n'êtes pas très CNews, quoi. Non, je suis pas CNews, c'est une évidence. Et donc, le discours que tient Pascal Praud et tous les gens chez CNews qui est un discours qui est basé sur la peur de l'autre, etc. Mais vous entendez rien ? C'est pas de trouver un bouc émissaire qui me semble être leur mission, c'est de changer les règles du jeu. Puis c'est souvent les mêmes boucs émissaires. Et c'est toujours les mêmes boucs émissaires. Notamment le mot islam et le mot... évidemment. Ah ouais. Par exemple, un jour, j'ai fait une vanne. Le son est très bas. J'ai dit un magicien sans un paquet de cartes, c'est comme CNews sans racisme. Ouais, le son est hyper bas pour moi aussi. Mais je peux pas le monter, les amis. Défoncer sur les réseaux alors, sociaux. vous allez devoir vous démerder. T'imagines le bâtard ? Non, alors malheureusement, sachez que le son est à balle. Quand j'ai pas de marge de manœuvre sur le son, parce que le son il est à balle sur mon setup. Et quand il est bas, donc en fait je peux le baisser, je crois. Mais quand il est bas, je peux rien faire. Et ça, c'est rageant. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il disait notre ami ? Je vais laisser la vidéo parce que je pense que, en revanche, on l'entendra bien pour celles et ceux qui vont regarder en replay. Je vais laisser la suite de la vidéo et je vais vous expliquer ce qu'il dit. Sur le racisme, tu tapes CNews raciste sur Google, tu vois les procès à Zemmour, les procès... Alors voilà, là il dit tu tapes CNews raciste sur Google, tu vois les procès de Zemmour, les procès à Pro, les procès de Pro. Donc, par définition, il se passe quelque chose. Une chaîne d'info ne devrait pas avoir 18 procès. Et il dit par définition, il se passe quelque chose, une chaîne d'info ne devrait pas avoir 18 procès. Et il a raison. Et il a raison, et c'est ce qu'on dit ici. C'est ce qu'on dit régulièrement. On se dit, mais comment c'est possible qu'on ait renouvelé la fréquence TNT de cette chaîne ? Et d'ailleurs, c'est le showrunner qui dit c'est son meilleur tour de magie. Et ah oui, c'est vrai on va pas se mentir, franchement, il m'a surpris sur ce coup-là. Parce que des stars, des célébrités de la télé, mainstream, grand public, qui de temps en temps prennent des positions, c'est quand même assez rare. Il y a Lou qui dit déjà que je pensais que c'était une bonne personne. Alors là, il me confirme. Merci, monsieur Éric Antoine. Et Marlys qui dit qu'on le dise et qu'on le répète, qu'on le passe en boucle, je te jure. Et il y a eu une réponse de CNews sur le plateau. Il y a une réponse de CNews sur le plateau. Et j'ose espérer que celle-ci, elle sera plus forte pour que vous puissiez l'entendre. Et avant ça, n'hésitez pas, là, comme je sais qu'il y en a qui nous regardent aussi sur Twitch, si vous voulez donner de la sephore, renouvelez vos abonnements à
que vous avez donné à la chaîne CKR via votre Prime. D'ailleurs, moi-même, il faut que je renouvelle le Prime. Et ben, vous pouvez le faire et ça se fait de plus en plus rapidement. Hein. Dès que vous abonnez, il y a un petit truc en bas si vous êtes connecté via Amazon qui vous dit donnez un Amazon Sub, en vrai, en fait. Et CNews pas content, on regarde tout de suite la réponse sur le plateau de... Alors, c'était le plateau de qui, là? Sonia Mabrouk, on sait plus, non, c'était pas Sonia Mabrouk. On écoute. Je voudrais juste qu'ils viennent sur le plateau. C'est ça le sujet, en fait. Parce que pardon, Patrick, il peut dire, moi je suis Charlie, je suis pour la liberté d'expression. Ouais. Nous sommes sur une chaîne qui précisément dont le slogan est de dire vive la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression n'a pas de prix. C'est ça notre slogan. Je serai le dernier à moi que tous ces gens nous attaquent, ils peuvent continuer. Ce que je trouve plus problématique, c'est la lâcheté qui consiste à envoyer un scud et à... Vous entendez, hein? Là, vous confirmez que vous entendez? Ne pas aller l'assumer ensuite devant ceux que vous attaquez. Faut faire vivre le débat, qu'ils viennent. Il sera bien accueilli, on ne mord personne, on ne mange personne, on ne fait de mal à personne. Pas Jules Torres, mais nous, on est bien. Mais imaginez, on reprendrait point par point sa déclaration pour dire, mais attendez, c'est pour ça qu'il veut pas venir. Je lui ai envoyé... On entend bien les conneries. On entend, mais on n'a pas envie d'écouter. Exactement, 11h22, cher Eric, bonjour, accepteriez-vous de réagir en direct sur Europe 1, déjà, même pas sur CNews, entre 11h30 et 13h, à la suite de votre déclaration sur CNews. Je serais ravi. Parce qu'il a dit, tout à l'heure vous l'avez peut-être pas entendu, il a aussi dit, je suis vegan, écologiste, féministe et woke, je ne suis pas très CNews, le discours de cette chaîne est basé sur la peur. D'échanger avec vous, bien à vous. Mais il est à Bruxelles, il y a le décalage horaire, il va vous répondre. Mais parce qu'en plus, moi je l'apprécie beaucoup, ça me fait de la peine. Amil El-Khatmi, c'est quoi déjà son taf? Très bonne question. On demandera à la source juste après. Mais c'est vrai que la réponse de Sonia, c'est la tartufferie. Vous dites qu'elle est foudroyante. Mais elle est foudroyante parce que évidemment ça le renvoie dans ses 22. Et qu'est-ce qu'il veut démontrer par cela en disant cela à travers je suis woke, je suis écologiste, etc. Je suis peut-être moi et vous-même ici tous plus écologistes que lui parce que je ne sais pas ce qu'il fait pour l'écologie. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que lui probablement fait partie des gens qui sont dans le déni. Dans le déni d'une certaine réalité que les téléspectateurs voient, qu'ils redoutent. Ils ont peur, évidemment, malheureusement. Et quand vous discutez avec eux et qu'ils vous disent « oui, peut-être qu'il faudrait moins parler de ça », alors que faisons-nous? On ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de cette gangrène de la drogue qui avance partout et du manque de moyens pour réagir. C'est ça, la réalité. Et donc, nous sommes obligés d'en parler. Heureusement que certains médias en parlent. Il faut dire aussi que dans sa déclaration, il dit qu'il faut écouter les peurs des uns et des autres. Mais bien sûr. Il y a des... il est pas... Il va pas chez le coiffeur. Le niveau est pété, je te jure. Il est dur envers Pascal, mais il dit, mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Et d'ailleurs, à tel point que des millions de Français écoutent. Et donc, il faut essayer d'entendre. Mais personne ne joue. En fait, j'aimerais tellement l'avoir sur le plateau pour lui dire, mais personne ne joue sur les peurs, personne ne cherche de bouc émissaire. C'est des théories qui sont absurdes. Vous croyez que c'est agréable d'aller sur ce terrain-là des priorités des Français? On sait que les Français sont en souffrance. De la magie. Lui, il a rien dit de révolutionnaire ou d'exceptionnel, et c'est ça qui est ouf. Et j'en parlais hier justement avec un de mes potes. Quand Alexis Michalik, l'auteur et metteur en scène de la pièce dans laquelle je joue, qui s'appelle Passeport, a décidé a fait la promo sur Quotidien, il avait dit moi je suis de gauche et ça me bouffe de voir l'extrême droite au second tour. Phrase, il y a 10 ans, t'enfonces des portes ouvertes. Les gens disent oui, bon, merci, le grand rebelle, tu vois, on se fout de ta gueule limite. Et là, mais tollé, volé de bois vert, il s'est fait insulter par des droitards sur les réseaux en mode espèce de sale gauchias, machin là. Alors qu'il a dit un truc claqué en vrai, tu vois. Mais c'est pour vous dire l'ambiance dans laquelle on est, comment la fenêtre d'Overton a glissé sa mère. Et c'est flippant de voir que des propos bateaux comme cela se retrouvent aujourd'hui comme étant des levées de boucliers, enfin provoquent des levées de boucliers. Mais tant mieux parce que ça avait fait une grosse séquence dans le Quotidien et notamment pour la pièce, et on avait pu vendre beaucoup de places. Écoutez, ma foi, il a juste dit que l'eau ça mouille. Non mais de ouf. C'est un truc ouf. Il a fait son Captain Obvious. Bah ouais, non mais c'est clair. Non mais voilà. Et donc c'était intéressant de voir un peu comment il l'avait mal pris. Et c'est là qu'on va faire arriver la source.
je vais regarder, avant de l'appeler, je vais vous montrer, la vidéo d'Aymeric Caron pendant cette fameuse commission. Parce qu'effectivement, donc CNews, chaîne d'opinion, Delphine Ernotte, il nous réexpliquera, en avait parlé à l'époque, il nous réexpliquera ça, la source, et avait parlé de CNews comme étant une chaîne d'opinion d'extrême droite. Et donc là, commission, je sais pas trop comment elle a été déclenchée, combien de temps en amont ça avait été prévu qu'il y ait une commission autour de Delphine Ernotte et de France Info, mais ça tombait bien parce qu'il y avait pas mal de choses à dire et à reprocher à France Info, enfin à France Télé et notamment à France Info, dans leur traitement de l'information, dans les problèmes avec Nathalie Saint-Cric, les accointances entre, en plus là on a entre Duhamel, Saint-Cric, c'est la même famille, Saint-Cric qui fait des trucs à des trucs avec Raphaël Enthoven dans le privé, des émissions. C'était quoi pendant un événement organisé autour de je crois que c'est un truc pro Netanyahou quoi. C'était en mode pour légitimer un peu ce qui se passe, l'action de l'armée israélienne. Je sais plus quel était l'événement. Je pense pas que c'était que ce soit le CRIF. Je pense que c'était un truc en mode comme la DDF et c'était Saint-Cric qui présentait. Et ça se tutoyait et tout. Et puis après, tu le reçois en plateau derrière, ça fait bizarre. Beaucoup de ces sujets qui ont été traités avec la boss Delphine Ernotte de France Télé. Et on va donc regarder et écouter cette question masterclass d'Aymeric Caron qui, spoiler alert, n'aura pas d'une réponse juste après. Donc quand l'extrait va s'arrêter, vous allez voir vous allez me dire putain elle a répondu quoi ? Bah non, après il y a quasiment 1 heure de questions de tous les autres. Donc voilà. Mais on a la source, spécialiste des médias. Allez checker ses réseaux, hein. Florian Guadalupe. De toute façon on va mettre les réseaux dans le chat. Et c'est lui qui connaît et qui maîtrise le sujet bien mieux que moi, et il va pouvoir vous en dire un peu plus, et il fait des contenus incroyables. On écoute tout de suite la vidéo d'Aymeric Caron et on fait monter après notre cher la source Florian Guadalupe. S'en soit pris récemment et 2 fois de suite à l'émission Complément d'enquête sur France 2. D'abord en venant à la rescousse de CNews, alors qu'aujourd'hui Libé donne raison à Complément d'enquête, puis en adressant une mise en garde suite à un sujet sur le Sénat qui n'avait pas plu à son président Gérard Larcher. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez normal que le président du Sénat, qui nomme 3 membres de l'Arcom, intervienne pour faire sanctionner une émission de France Télé ? Deuxièmement, est-ce que vous trouvez normal que la chaîne Info de France Télé ait embauché des chroniqueurs venus de CNews, chaîne dont vous dites vous-même qu'elle est d'extrême droite ? Troisièmement, est-ce que vous trouvez normal Il est venu pour tuer. À la tête du plus gros JT de la télévision publique la compagne d'un candidat quasi déclaré à l'élection présidentielle ? Quatrièmement, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen, dont on connaît désormais le positionnement politique entre PS, Macron, Glucksmann, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen soit depuis 14 ans le seul éditorialiste de l'émission phare d'Access de France Télé et que les téléspectateurs n'entendent chaque soir que son avis? Ce qui serait pas temps de faire entendre d'autres voix, celle de l'anticapitalisme écologiste par exemple. Cinquièmement, est-ce que vous trouvez normal qu'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cric, par ailleurs directrice des rédactions nationales de France Télé, affirme sur France Info TV que les musulmans sont antisémites? Est-ce que vous trouvez normal qu'un autre jour, elle se retrouve sur la scène du CRIF avec l'ambassadeur de l'État voyou israélien en train de tutoyer son... Ah, c'était bien la scène du CRIF sur laquelle Nathalie Saint-Cric était avec Raphaël Enthoven. Négationniste Raphaël Enthoven, vous savez, c'est l'homme qui prétend qu'il n'y a pas de journaliste à Gaza. Tout ça avant de recevoir le même Enthoven 2 jours plus tard sur son plateau de France Télé sans indiquer aux spectateurs évidemment sa relation réelle avec cet invité. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle continue à nier, contre l'avis de tous les spécialistes, la réalité du génocide à Gaza? Ce qui m'amène à cette dernière question. Est-ce que vous trouvez normal que France Télé ait depuis octobre 2023 invisibilisé le calvaire des Palestiniens à Gaza en le taisant, en le cachant, comme le prouvent plusieurs études, et qu'elle ait choisi d'adopter le point de vue du gouvernement criminel israélien? Est-ce qu'il ne s'agit pas là du plus impardonnable des fiascos de France Télé depuis 2 ans? Ouais, bon, voilà, il a tout whipping là. Il s'est dit, allez, je lâche tout.
Il a reparlé d'Antoven, il a parlé de Saint-Cric, il a parlé de Patrick Cohen. Du fait qu'il y ait des transfuges de CNews qui se retrouvent sur la chaîne. Enfin, vraiment. Il en avait sur le cœur. Émeric Baron, je te jure. Il a envoyé du lourd. Ah bah il y en a qui ont quand même entendu dans l'oreille un petit peu. Bon, tant mieux, ça me rassure. Et pour les autres, voilà. On va revenir là-dessus. Et c'est le moment, donc, qu'on choisit pour appeler notre cher, le chairman. Notre cher Florian Guadalupe. Allô? Hello. Alors, attendez, est-ce que vous l'entendez? Vas-y, on va voir si tu... Hop, je vais passer... Non, on l'entend pas? Bah en fait là, il a pas parlé. Non, en même temps, je parle pas. En même temps, j'ai pas parlé encore. Je sais pas si là, ils m'entendent ou non. On va voir. Ah, c'est bon, ça y est. Ah, c'est bon, ok. Yes, salut tout le monde, salut dans le chat. Non, bah, en même temps, je vais pas te prendre toute la bande passante. Oh, Florian, bah oui, Florian qui est là. Alors, Flo, j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs questions. Déjà, premièrement, cette commission, elle avait été prévue déjà depuis un moment, ou alors ça a été fait un petit peu de façon genre comme as, quoi, tu vois, un peu du jour au lendemain. C'est compliqué de faire du jour au lendemain une commission, j'imagine. Ouais, alors c'est compliqué et en même temps, elle a été un peu faite du jour au lendemain. En fait, l'origine même de cette commission, donc son intitulé, c'est la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Donc ça, c'est vraiment l'intitulé exact. Elle a été créée en fait dans la foulée de l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen. Je sais pas si dû le suivre. C'était l'affaire où il y avait des vidéos qui avaient été fuitées par un média qui s'appelle L'Incorrect, je crois. C'est ça. Où ils avaient filmé donc ces deux journalistes qui parlaient avec des cadres du PS. Tout à fait, c'est ça. En gros, ils avaient fait un déjeuner avec des politiques, ça a été très critiqué avec les propos tenus notamment sur Rachida Dati, qui vont mener d'ailleurs à des procès par la suite. Il y a eu une récupération ouais, il y a des procès qui ont été lancés de la part de Cohen et Legrand pour la récupération de ces vidéos et la diffusion de ces vidéos qui ont été faites en fait de manière illégale. Donc là, il y aura un jugement par rapport à ça. Sauf que du côté d'Éric Ciotti, eux, ils ont estimé que c'était une preuve que le Parti socialiste s'était infiltré au sein du service public, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et il s'est dit, on va lancer une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête, elle a été validée. Elle est du coup présidée par un député de Horizon. Et le rapporteur, et c'est celui qu'on a pu voir aussi à nombreuses reprises dans cette commission hier, qui a duré 4 heures, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, par Charles Aloncle, qui est du coup, lui, du parti de notre cher Éric Ciotti. Ah, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Et donc, en fait, là, le but... Delphine Ernotte, donc on précise, donc c'est la boss, c'est la boss de France Télé. Et il y a eu une espèce de sa part une espèce de rétropédalage un peu par rapport, parce qu'elle avait tenu des propos par rapport à CNews de base sur le tout à fait. En fait, juste après l'affaire Thomas Legrand Cohen, déjà faut se dire que ça fait des années qu'il y a une guerre entre les médias Bolloré et les médias du service public. Avec cette affaire Thomas Legrand Cohen, il y a eu un sentiment du côté de France Télévisions et même de Radio France qu'il fallait faire une riposte. Donc on a vu tout azimut énormément de dirigeants qui ont pris la parole dans les médias pour pouvoir critiquer les médias Bolloré. Et on a eu Delphine Ernotte qui est passé un cap supplémentaire puisqu'elle avait clairement dit que CNews était une chaîne d'opinion d'extrême droite. Donc autant se dire que là on avait vraiment atteint un truc assez énorme pour les médias Bolloré qui avaient riposté comme pas possible. Et la vraie surprise de cette audition, c'est cette sorte de recul qu'on a vu de la part de Delphine Ernotte, parce que elle essaie de porter l'idée de légaliser en fait un média d'opinion sur l'audiovisuel. Alors, je vais recontextualiser parce que je sais pas si tout le monde est conscient en fait du fonctionnement du droit. En
en presse écrite, on a ce qu'on appelle un pluralisme externe. C'est-à-dire que la presse a le droit d'avoir une couleur politique, d'être de droite, de gauche, d'extrême droite. Tout ça, en fait, c'est autorisé par la loi. Ça, c'est la liberté de la presse. Et en 1986, il y a la loi Léotard. C'est une loi sur la communication qui fait que sur l'audiovisuel, la radio et la télévision, on n'a pas le droit justement d'avoir ce pluralisme externe, mais on doit avoir un pluralisme dit interne, c'est-à-dire sur une même antenne, ne pas avoir une couleur politique, mais différentes couleurs politiques. Et c'est exactement sur ça que Delphine Ernotte, elle aimerait faire bouger les lignes. Donc en gros, faire en sorte que demain, en gros, au lieu de critiquer aujourd'hui CNews, on va légaliser CNews avec la possibilité d'avoir des chaînes de plein de couleurs politiques différentes. C'est bizarre quand même. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que faire cette sortie lors de cette audition où du coup elle a été quand même pas mal pointée par différents courants politiques, mais surtout c'est faire semblant de pas connaître l'état actuel des médias, parce que nous faire croire qu'aujourd'hui on aurait des milliardaires qui vont acheter des chaînes de télévision pour pour avoir une ligne éditoriale de gauche ou d'extrême gauche, on y croit moyen. Ouais, bah oui. C'est que demain tu laisses aux milliardaires la possibilité de faire des chaînes politiques. Je pense, je vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'on va avoir des lignes plutôt de droite, libérales, et en fait là ils vont être beaucoup plus décomplexés. On aurait du mal à imaginer l'humanité avoir sa propre chaîne. C'est ça. Ou comme le média qui avait fait la demande et puis qui avait été débouté, quoi, tu vois. Mais oui, et à part Pigasse, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer quelqu'un d'autre qui décide d'aller sur une ligne éditoriale ou en plus ou même une ligne éditoriale full écolo, ou enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est vrai que et en fait. Le souci qu'on a, tu vois, tu connais très bien la loi Secker qu'on essaye de pousser bien à sûr. Fond, qui, je le rappelle, pour celles et ceux qui débarquent, qui n'en avaient jamais entendu parler, qui demande à ce qu'il y ait une vraie transparence quand on affirme quelque chose sur un média d'information, et si jamais tu te retrouves à sortir un chiffre ou avoir une affirmation que tu n'as pas sourcée, tu as 72 heures pour pouvoir le faire à la même heure sur la même chaîne, pour éviter tu sais, les réponses ou les excuses qui sont vite cachées sous le tapis sur un pauvre tweet à 4h du mat. Et l'idée, c'est que si tu t'excuses pas ou que tu ne donnes pas de source de ce que tu as affirmé, tu as un avertissement, et au bout de 2 avertissements, tu peux potentiellement te retrouver à être suspendu. Bon, évidemment, il y a plusieurs d'autres étapes. Ce serait pas forcément systématique dans la façon dont Manus Legis, qu'on embrasse, l'ONG, a écrit la proposition de loi. Pour éviter de faire flipper et tout, il y a quand même certaines étapes, mais in fine, c'est ce qui peut arriver, selon la gravité aussi du mensonge et de la façon répétée qu'on a pu avoir. D'ailleurs, la pétition dans le chat, si vous voulez donner de la force à la pétition. En fait, ce truc, qui est tout con, de se dire, tu dois fact-checker, il y a eu quelque chose pendant la commission, et tu m'en as parlé hier, un élément par rapport au fact-checking que Delphine Ernotte a avancé pour expliquer que, oui, effectivement, il y a eu peut-être potentiellement des manquements de la part de la rédaction, et elle a décidé de mettre un truc en place. Vas-y, dis-nous, parce que ça, c'est lunaire pour le coup. Ouais, complètement. En effet, pendant cette commission, Delphine Ernotte, elle s'est parée, elle est venue avec, on va dire, des nouvelles idées un peu pour révolutionner l'information à France Télévisions. Et parmi ces idées, Delphine Ernotte, du coup, a annoncé la mise en place d'une direction de la vérification et de l'intégrité de l'information. En gros, vraiment, ce qui est assez surprenant, c'est-à-dire qu'au sein même de ces rédactions, elle estime qu'elle va avoir besoin d'une direction à part, du coup, à côté, au-delà d'une rédaction standard, une direction qui va venir vérifier l'information proposée au sein de ces antennes. Et là où, en fait, ça paraît complètement dingue, c'est que c'est le travail du journaliste de vérifier cette information. C'est le travail du journaliste d'être intègre. C'est le travail d'une rédaction en chef, de vérifier, questionner ses journalistes. Comment est-ce que tu as trouvé tel ou tel sujet? Donc, ça veut dire que elle estime qu'à France Télévisions, soit ces journalistes sont incompétents, soit
en gros, bah, il y a forcément besoin d'une vérification double juste pour pouvoir plaire à ceux qui vont critiquer France Télévisions. Mais le souci, c'est que normalement, on ne doit pas avoir une direction supplémentaire au-dessus capable d'aller vérifier et se dire est-ce que mon journaliste il est intègre? Non, en fait, si ton journaliste il est pas intègre, bah tu le vires. Ouais. Enfin, il y a un moment donné. Bah toi, il y a un moment donné, tu vas pas. Qu'est-ce qu'on fait de Nathalie Saint-Cric qui dit ouais. Toi excuse-moi de te couper, toi qui es journaliste, qui a bossé dans une rédaction, t'as bossé chez Pure Média pendant combien de temps d'ailleurs? Ouais, quasiment une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Bon bah voilà, tu connais la réalité du terrain. Jamais de ta life, tu te retrouverais, enfin, à te dire, enfin, quand t'es embauché, c'est pour ton sérieux, quoi. C'est que le rédacteur en chef, c'est le seul garant de vérifier. En général, qu'est-ce qui se passe quand t'es journaliste, c'est que tu fais un papier, que tu fais un article. C'est ton red chef qui le valide systématiquement. Ouais, bah. Exactement. En fait, en fonction des différents métiers du journalisme, on a différentes vérifications. Moi, j'ai bossé dans plusieurs rédactions et en fait, il y a ce qu'on appelle des responsables quand même de ce qui est produit en termes d'information. Moi, à Pure Média, la responsabilité, c'était mon rédacteur en chef. C'est-à-dire que tous les articles sont relus, sont questionnés en me disant, mais attends, là, t'as pas mis la source. Mets la source. Quelle est l'origine de ton information? On n'a pas le droit en tant que journaliste de proposer une information qui n'est pas sourcée. Voilà, on n'est pas là pour faire de l'information non sourcée. Donc moi, mon red chef, s'il voyait que je mettais pas la source, le papier n'était pas publié. Mais on a pareil en télévision, où on va sortir une image, un sujet. Ce sujet va être validé par la rédaction en chef, qui peut être validé par d'autres circuits. Il y a des circuits d'information avant que ça soit diffusé à la télé. C'est pareil en radio, vraiment. C'est pareil en fait dans toutes les strates. C'est-à-dire que il y a des vérificateurs. En presse écrite, il y a même ce qu'on appelle des secrétaires de rédaction, qui ont tendance à disparaître à cause de l'IA. Mais en fait, c'est des gens qui vont même retravailler ton article pour vérifier ton écriture, s'il y a des fautes d'orthographe, mais aussi le sens, pour te dire là il manque peut-être une source, là tu pourrais ajouter ci ou ça. Et ensuite, c'est reconfirmé par un rédacteur en chef. Donc en fait, aujourd'hui, dans le système d'une rédaction normale, on n'a pas besoin d'une direction de la vérification et de l'intégrité de l'information. Ah ouais. Et je trouve que mettre en place cette direction-là, c'est un peu rude pour les propres journalistes que tu as chez toi, quoi. Mais tu penses que là, le type de journaliste, les journalistes qui sont visés, c'est surtout celles et ceux qui prennent la parole à l'antenne pendant des émissions de talk, en fait. C'est parce qu'au final, le problème qu'on a pu avoir là, c'est avec des gens qui vont affirmer c'est pas tant avec. Enfin, tu me diras si Alix Bouillaguet face à Manuel Bompard, elle avait préparé ses questions. Bon, force est de constater qu'elle s'était pas renseignée à fond sur Mamdani et c'est pour ça que elle s'est affichée. Mais donc là, il y a un travail en amont, effectivement. Mais j'imagine qu'à son niveau, il n'y a pas de rédacteur en chef qui lui dit Alix, fais voir quand même ce que tu as écrit pour être sûr. Tu sais, t'as aussi ce truc d'ego de la part d'un certain éditorialiste où c'est des tout-puissants, hein, surtout à la télé, dès lors que tu fais de l'image. T'as ce truc un peu de monsieur et madame tout-puissant, toute-puissante. Et je pense que ce qui est visé, en tout cas, nous, avec la loi CKR, c'est ce qu'on vise. C'est pas tant des gens qui écrivent des articles. C'est surtout celles et ceux qui prennent la parole dans les médias et qui, en impro, veulent te dire non, mais oui, mais tout le monde le sait, il y a plus la moitié des Français qui sont contre l'immigration et tu te dis, tiens, ça vient d'où, etc., quoi, tu vois. Je pense que c'est plus par rapport à eux. Et sur Alix Bouillaguet, d'ailleurs, s'il faut remettre un peu de contexte, c'est pendant cette interview qu'elle avait faite face à Manuel Bompard, elle n'était pas seule. C'était une interview qui était faite, du coup, je crois que c'est avec France Inter et également, il doit y avoir Le Monde, je crois, qui devait être présent. C'est les interviews du dimanche. Et il faut savoir que ces interviews-là, ils le font à 3, du coup. Donc, toutes les questions qu'a posées Alix Bouillaguet, les deux autres journalistes sur le plateau étaient au courant ou devaient être au courant des questions qui allaient être posées. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en disant comment est-ce qu'on se répartit la parole. Donc, c'est-à-dire non seulement elle a posé ces questions-là, mais les autres étaient au courant qu'elle avait posé cette question-là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc ça sort. Donc, on a une responsabilité vraiment de 3 médias différents sur cette séquence-là. Parce qu'en fait, si les autres avaient vu les questions, parce que normalement, elles sont censées voir, à part si Alix Bouillaguet est parti dans un délire et que les autres n'étaient pas au courant, c'est possible, et ça, j'en ai pas la preuve, mais
typiquement, quand il y a une interview, on va dire à plusieurs voix, on se retrouve entre plusieurs journalistes et on essaie de se répartir le temps, les questions, comment est-ce qu'on peut aborder tel ou tel sujet. Et c'est Alix Bouillaguet qui a dû dire, moi, je posais telle ou telle question. Et d'ailleurs, l'une des autres actions que veut porter Delphine Ernotte, c'est ça que c'est intéressant et ça rejoint un peu. T'as l'impression qu'elle a lu la loi CKR indirectement, tu vois. C'est qu'elle veut mettre en place un comité consultatif de la déontologie. Et là, pareil. Et là, pareil, on se dit, mais attends, c'est-à-dire qu'elle va créer un comité de gens qui vont vérifier si ces journalistes suivent la déontologie journalistique. Mais une nouvelle fois, tu dis, comment est-ce que tu recrutes tes journalistes? Enfin, elle les recrute au hasard et ensuite tu découvres qu'ils ont une déontologie ou non. Et qui là, du coup, eux vont devoir rendre un avis en cas de manquement à leurs obligations. Et la mise en place va coûter aussi de l'argent alors qu'ils sont en train de s'aborder un peu l'info aussi, enfin oui. les budgets. Ouais, bien sûr. En fait, si tu mets des gens à la tête d'une direction, t'es obligé de... il y a des placards, il y a des gens que tu remets. Alors elle promet de les associer avec des journalistes, c'est des gens qui ont une double casquette. Mais voilà, tout ça, ça coûte de l'argent. Tout comme le nouveau système de sanctions qu'elle va mettre en place. Donc ça, pareil, elle a annoncé un nouveau système de sanctions avec une échelle graduée. On n'est pas entré en profondeur et c'est vrai que le problème de ce type de commission, c'est, et t'en parlais tout à l'heure, c'est ce tunnel de questions qui fait que eux, ils doivent ensuite répondre à un tunnel de questions où ils ont chacun pris des notes et en fait, ils répondent comme ils veulent. Et il n'y a que le président qui peut relancer éventuellement, mais il y a tellement de questions, ça dure tellement longtemps qu'on ne peut pas entrer vraiment dans le fond du sujet. Mais par contre, voilà, il y a cette annonce de nouveau système de sanctions. Mais après, voilà, c'est quoi les sanctions? Comment est-ce qu'on réagit? Auparavant, déjà, je pensais que quand on disait une fausse information était suspendue d'antenne, on le fait très peu à France Télévisions, visiblement, contrairement à d'autres chaînes. Ouais. Voilà, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, ils sont aussi compressés sur le côté budgétaire. Ouais. Chaque année, on voit, ils ont des dotations qui baissent. Donc, du coup, ils ont aussi moins de recrutement. Il y a une baisse des émissions. Oula, j'ai presque plus de batterie. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Je regarde si vous avez des questions d'ailleurs pour la source. Florian Guadalupe. Ouais, après, en vrai, moi, je trouve ça quand même sain, ce type de commission. Je trouve ça quand même sain, même si le fond. Ouais. Même si le fond, tu vois, était un peu crado, et on l'a vu au début, France Télévisions, c'est les Woke, c'est le PS, etc. Mais je trouve ça sain de pouvoir questionner nos médias en France. Je sais pas si tu avais suivi la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT. Et en vrai, c'est un régal. Ah oui. Avoir enfin tous ces gens là à qui on a pu quand même poser des questions, les avoir sur le grill et les obliger à dire la vérité. Et s'ils mentent, c'est-à-dire que les mettre en difficulté parce qu'ils n'ont pas le droit de mentir. Oui, je trouve ça quand même sain dans notre société. Ouais. Exactement. Oui, en fait, moi j'ai trouvé, et c'est d'ailleurs bien qu'ils les médiatisent, parce qu'à l'époque, ça existe depuis longtemps, mais à l'époque on les voyait, ça tournait peu en fait. Et là, c'est devenu limite le grand mess. Tu vois, regarde. Et je crois que c'est la première fois qu'ils ont fait ça pour une commission. Mélenchon, quand il a été auditionné pour la commission d'enquête entre les mouvements politiques et l'intégrisme islamiste, c'est la première fois qu'il y avait une commission qui a été diffusée sur les 4 chaînes d'infos en direct. Ce qui est quand même assez ouf. C'est là que tu vois qu'ils choisissent aussi leur tête. Et au final, il y en a, on sera toujours déçus. Ça s'est transformé comme une leçon de philosophie et d'histoire qui a crédité beaucoup plus Mélenchon au final que les gens qui étaient en face, au point que CNews les big up à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que, c'est jouissif dans un sens quand tu peux avoir des députés qui vont poser aux gens concernés, tu sais, comme quand à l'époque des renouvellements de fréquences, quand ils ont eu Pascal Praud, quand ils ont eu Hanouna, etc., et que t'entends des députés leur poser les questions que tout le monde se pose, que tout le monde n'arrête pas de dire, etc., sur les réseaux. Mais effectivement, après, l'impact réel de la commission, il est assez faible parce qu'il n'y a pas de prise de décision particulière qui sont prises à l'issue. C'est ce qui même, il précise souvent les présidents de commission en préambule en disant que c'est pas un tribunal, que c'est juste une commission. Exactement. Ouais. Donc, c'est pas un tribunal, mais par contre, ça reste une commission d'enquête.
une commission d'enquête, elle peut aboutir à un rapport et ce rapport peut aboutir à des projets de loi. Il faut savoir que la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT, le rapporteur, c'était Aurélien Saint-Toul. Aurélien Saint-Toul avait fait tout un rapport avec un projet de loi qui était ultra intéressant. Franchement, c'était passionnant et je pense que ça aurait pu vraiment avoir des vrais changements même sur les médias. Juste, il y a eu dissolution. Ah ouais, putain. Et donc le rapport a été dissous avec la dissolution. Donc là, théoriquement, pourquoi est-ce que Delphine Ernotte arrive aussi avec toutes ces actions? Voilà, je vous ai pas tout cité, mais arrive avec toutes ces actions parce qu'en fait, par la suite, on peut avoir un changement de la loi. Quand elle vient parler de la possibilité de modifier la loi de 1986 pour mettre en place des chaînes d'opinion, c'est aussi le moyen de glisser, notamment auprès du coup d'un public plutôt à droite, parce que cette commission elle est menée par la droite, la possibilité de mettre une loi qui pourrait faire évoluer cette loi de 1986. Donc ces commissions, elles peuvent faire évoluer la loi. Juste c'est aux députés, à partir des éléments qu'ils ont, ensuite de dresser plusieurs lois et ensuite les amener pour les faire voter au Parlement. Mais ouais, en effet, comme tu dis, c'est pas un procès et en fait, heureusement, et je trouve que ça permet d'éclaircir. Et au final, tu vois, l'audition de Jean-Luc Mélenchon, elle était saine. Lui, il se fait accuser de tous les torts en disant qu'il serait antisémite. Au moins, tu le mets devant les députés qui posent des questions dans ce cadre-là et il a l'occasion de pouvoir se défendre. Et je trouve ça plutôt ça, en fait, dans notre démocratie, de pouvoir interroger nos politiques, nos dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, les Delphine Ernotte, les Sybille Veil du côté de Radio France. Et normalement, on devra même avoir aussi les Patrick Cohen, les Thomas Legrand. Parce que c'est vrai que du coup, tu as montré la séquence de notre cher Aymeric Caron. Et c'est vrai qu'il a été frustré parce que les réponses étaient très très courtes. Et je pense que le journaliste qui en lui avait envie de relancer, sauf que tu ne peux pas relancer malgré leur réponse. Il n'y a que le président qui peut demander exactement, qui peut demander des précisions. Et donc typiquement sur le complément d'enquête et l'Arcom, ils se rangeaient en disant c'est l'Arcom, nous on n'est pas là pour juger les décisions de l'Arcom. Sur le Sénat, dire nous voilà, on ne croit pas qu'il y a eu de pression ou qu'est-ce. Nous on n'a jamais eu de pression de la part des politiques. Sur France Info. Ils ont répondu ça par rapport au fait qu'on... Alors, je sais plus quel média avait révélé ça, que Gérard Larcher aurait... Mediapart. Ah, c'est Mediapart. Et eux, ils te disent, non, c'est d'eux-mêmes qu'ils ont rétropédalé de la veille, quoi. En gros, eux, ils veulent pas entrer dans le débat des pressions politiques et ils ont plutôt botté en touche en disant non, nous, on sait pas, mais nous, on n'a jamais reçu de pression des politiques. On a décidé de retirer, donc sur le complément d'enquête dédié à CNews, là pour le coup, on a décidé de retirer vraiment les 1 minute 20 dédiées sur Reporters sans frontières dans le couloir d'un commun accord avec toute la direction. Donc sur le Sénat aussi, ils ont pas voulu entrer dans le fond du sujet, ce qui du coup, je pense, a dû agacer Aymeric Caron qui a posé ces questions-là. Sur France Info, sur les anciens de CNews, ils ont dit on recrute qui on veut. Voilà. Ça, c'est. Après, tu me diras, ils sont de CNews, mais ils sont censés être journalistes, avoir une formation de journaliste, quoi. Ils se disent qu'un journaliste, normalement, même est indépendant, donc en soi. Non, parce que c'est pas des journalistes qui ont été. C'était plutôt des éditorialistes ou... Ouais, c'est ça. On a Nathan Dever qui est écrivain et je crois même qui doit être philosophe, lui, à vérifier. Mais qui était déjà perçu comme une personnalité, on va dire, plus nuancée sur CNews. Et l'autre, j'ai plus son nom. Mais bref, en gros, c'était les deux recrues, tu vois, de l'heure des pros. Et eux, ils disent, on recrute qui on veut. Tout comme Patrick Cohen, on met qui on veut à l'antenne si on estime qu'il est compétent. Tout comme Léa Salamé. Voilà, à la même chose. Ils ont répondu à la même chose. Mais par contre, sur Nathalie Saint-Cric, autant ils ont dit... Paul Melun, tout à fait. Okay. Qui est aussi dans Télématin maintenant. Ah. Et sur France Info, il est dans Télématin. Ah, génial. Ok. Ah oui, Nathan Dever, t'as raison, il est juste. Enfin, il est pas du tout journaliste, il est écrivain, chroniqueur, éditorialiste, et il a un doctorat en philosophie. Ah, tu vois, j'avais l'info. Il est proche de Bernard-Henri Lévy.
Oui, c'est un petit Bernard Lévy. D'accord, ok. Et c'est lui qui s'était fait bien secoué par Daniel Schneiderman sur Arrêt sur Image, non? Si je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est ça. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Ouais, sur Nathalie Saint-Cric, ils ont estimé que elle s'était bien défendue, voilà, que les propos avaient été tronqués, et ils n'ont pas réagi du coup sur toute la partie du traitement de Gaza, de la présence de Nathalie Saint-Cric sur la scène du CRIF. Et en fait, c'est là où ça a commencé à monter un peu en ébullition, où on a eu Ercilia Soudé qui s'est aussi énervé. Donc là, on voyait le président en train de dire mais calmez-vous, et qui a du coup arrêté et stoppé la commission pendant quelques minutes. Ah ouais. Ouais. Et d'ailleurs, le président a dû reprendre à plusieurs reprises Aymeric Caron, qui a qualifié Enthoven de négationniste du génocide de Gaza. Et il était là en train de lui dire « Vous ne pouvez pas dire ça », et lui il disait « Si, j'ai le droit ». Ouais, alors je précise, il l'a qualifié de négationniste, notamment parce que, pas par rapport au génocide, mais par rapport au fait que Enthoven dise qu'il n'y avait pas de journalistes palestiniens. Et il disait que du coup c'était une négation de la réalité, etc. Et ouais, il a été ultra. Après, il a fait Caron, quoi. Il a son expérience de télé. En plus, c'était pas style. Il était justement sur Télématin ou chez le mec. Il était dans une émission où ça boxait, quoi. On n'est pas couché. C'était. Et d'ailleurs, bien sûr. Moi, tu sais, j'avais fait On n'est pas couché pour la sortie de mon premier livre. Et tu sais que avant de rentrer sur le plateau, moi ça va, j'étais plutôt détendu parce que je suis pas de nature à stresser, mais il y avait il y avait plusieurs auteurs qui étaient avec moi pour venir défendre leur livre, et notamment un livre sur ce qu'il avait vécu des violences, des VSS qu'il avait vécu par des prêtres dans une école catholique, machin. C'était la deuxième fois qu'il venait sur le plateau, donc il connaît. Il était en stress. Il flippait sa race. Il était en train de limite trembler et tout. Et il y avait la première assistante réalisatrice, qui est connue dans le milieu de la télé, Méline, qui est une petite brune. Vous l'avez sûrement déjà vue sur les plateaux d'Ardisson, etc. Elle faisait aussi Ruquier. Et en fait, elle me disait, les gens sont en stress avant d'arriver sur le plateau parce qu'ils savent qu'ils vont se faire défoncer. Et lui, le pauvre, avec son livre qui est quand même dur, il s'est fait défoncer. Hein. C'était Consigny à l'époque qui était là, Consigny Angot. Mais il s'est fait défoncer. Mais les gens ont peur, quoi. C'est ouf quand même. Hein. Les gens avaient, parce que je sais pas si maintenant, il y a plus trop d'émissions où tu viens, à part les trucs politiques, mais là, non, aujourd'hui, des émissions du même niveau. Non, parce que tu vois, quelle époque t'es plutôt à l'aise. En fait, tu peux te retrouver aujourd'hui en quelle époque éventuellement pris en tenaille par les autres invités. Par un autre invité, voilà, mais pas par les chroniqueurs. Ouais, j'essaie de réfléchir. Ouais, sur des chaînes info, on peut se retrouver encore dans ce format-là. Mais Apolline de Malherbe, quand tu vas être invité dans l'interview. C'est peut-être là où tu sais que tu vas normalement croiser le fer, sauf si t'es de droite. Où là, tu vas passer un bon moment. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était aussi l'intérêt d'On n'est pas couché, c'était quand même d'avoir, et les gens regardaient pour ça, ces chroniqueurs qui étaient censés avoir lu les œuvres, regardé des films, etc., et qui faisaient une critique, et en fait, qui faisaient parfois une critique sur une page. Et moi, Aymeric Caron, il y a beaucoup de séquences qui existent de lui, par exemple, où lui, il avait une phrase et il voulait avoir la réponse sur cette phrase, pourquoi cette phrase elle a été écrite, parce qu'elle a tout un sens, etc. Et c'est vrai que c'est un journalisme qui est quand même assez particulier, ce qui n'existe pas trop aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on le retrouvait un peu à l'époque, c'est-à-dire, pour moi, personne n'est parfait, et heureusement, et je veux pas avoir de dire il faut être de ce sens ou de l'autre. Mais c'est juste avoir un journaliste qui n'a pas la réponse à la question qu'il pose
parce que la personne en face va botter en touche et donc il va reposer la question. Bah, je trouve que il fait son taf parce que s'il pose cette question-là, souvent c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose à pointer et c'est vrai que t'avais parfois Ruquier qui lui disait tu nous fais chier Caron avec tes questions, t'as déjà posé une fois, deux fois, il veut pas répondre. Ah mais lui dit mais moi je m'en fous qu'il veut pas répondre. Moi, je suis là pour lui poser des questions. Et donc, si je dois poser une question, c'est celle-ci. Ça, c'est très anglo-saxon pour le coup. Hein. J'ai l'impression que les journalistes anglo-saxons, dans les émissions de débat politique, ils peuvent ne pas te lâcher si tu ne réponds pas. Ouais. Il y a dans le chat quelqu'un, Pastorati, qui nous disait lors des pros, quand tu fais l'erreur d'accepter leur invitation. Ils sont. En général, les gens qui sont invités par l'ordre des pros, c'est des gens que Pascal aime bien. C'est rare qu'il invite. Il le faisait avant parce je crois que c'était sur son plateau qu'il avait invité Bellatar pour un. Ah non, c'était pas. Ouais, bien sûr. Si, avec Zemmour. Si. Ah ouais. Si, avec Zemmour, ouais. Ah oui, voilà. Mais ça, il le fait plus trop, par contre. En général, il s'énerve avec des gens de son équipe, quoi, tu vois, mais. Ouais, après, il y a aussi le fait que, du coup, il y a une partie de la gauche qui veut plus y aller, même une grande partie de la gauche qui veut plus y aller, mais parce qu'ils veulent pas aller, en fait, là-bas pour se bastonner. Ils veulent pas aller se rendre sur un plateau télé pour passer son temps à devoir élever le ton et avoir quelqu'un qui va refuser le débat. Parce qu'en fait, il est là le souci sur le plateau de Pascal Praud, c'est que Pascal Praud ne permet pas le débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiateur comme on peut avoir sur d'autres chaînes où par exemple voilà on va sur BFM TV, là actuellement c'est Julien Arnaud typiquement, il va faire venir un gars LFI face à un gars RN, ils vont débattre, mais Julien Arnaud lui il va juste passer la parole. Quand on va sur l'heure des pros, Pascal Praud lui il va pas donner la parole, lui il va prendre la parole, il va pas être médiateur et il va dire non ce que vous dites c'est n'importe quoi, ce que vous dites c'est complètement faux, et donc en gros tu ne vas pas pouvoir défendre ton opinion. Donc en fait, il n'y a pas de liberté d'expression sur CNews, puisqu'il n'y a que celle dictée par la ligne voulue par le directeur d'antenne, etc. Exactement, le modérateur que vous êtes. Qui ne modère plus du tout. J'avais une dernière question aussi concernant l'Arcom. Je l'ai souvent raconté au Cracks, mais il y en a peut-être qui débarquent et qui découvrent, parce que d'ailleurs, merci, on est plus de 523 là, toutes plateformes confondues. Donc merci beaucoup, big up, merci beaucoup. Merci à tous. Et d'ailleurs, les Cracks et notamment les modos, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre... Quel réseau tu veux qu'on mette en avant le lien? On va mettre le lien de... Le TikTok. Le TikTok. Voilà, si vous pouviez mettre le TikTok, c'est quoi? C'est le... Florian Goy. Florian Goy. Ah, super, voilà. Ouais. Je vous le note, si vous pouvez mettre le TikTok pour donner de la force au ref. Florian, ça me ferait trop plaisir que tout le monde puisse s'abonner à son compte. On en profite. On est au pic d'audience de CKR, là, donc allez-y. Donnez de la force, je compte sur vous. Et les lives sont trop bien, nous dit Jules. Ouais, tes lives, ils sont d'une qualité de ouf. Donc, ouais, j'aime bien quand tu fais aussi les tier lists. Là, t'avais fait ça la dernière fois. Ouais, je fais des petites tier lists de temps en temps, c'est marrant. Ah ouais, non, c'est super. Je compte sur vous en tout cas pour pas lancer les liens là sur le chat. Ces vidéos sont incres, nous dit Nour. Ouais. Et il y en a plein qui étaient choqués de découvrir que tu étais que derrière la source. Et ouais. Quand ils sont venus, notamment une des participantes, Sabrina, qui dit mais non, Sabrina qui est la CPU de TikTok comme Bilal l'appelle. Et donc ouais, en tout cas, j'avais une dernière question concernant l'Arcom, parce qu'on en parle souvent. Il y a un problème aussi dans l'Arcom, c'est la façon dont sont nommés les dirigeants de l'Arcom. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, alors ça fait maintenant quelques années, déjà à l'époque du CSA, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que le président de l'Arcom ça fonctionne comment? C'est une énorme entité avec 400 personnes qui bossent dedans, avec plein de petits juristes qui, eux, reçoivent en fait les saisines. Ils ont les saisines et ils essaient de se dire, mais en fait, lesquels ont un intérêt juridique à relever un manquement ou non. Quand ils ont en fait cette saisine-là, ils l'envoient vers ce qu'on appelle le collège de l'Arcom. Ce collège, il est dirigé par un président. Actuellement, c'est Martin Hajdari. Le président est nommé directement par le président de la République. Donc, c'est-à-dire, c'est Emmanuel Macron qui, les 2 derniers présidents, c'est lui qui les a nommés. Donc, c'était Martin Hajdari et auparavant, c'était Roch-Olivier Mestre. Ok. Auparavant, c'était Olivier Schramek, mais lui, il avait été nommé par François Hollande. Ouais. Et le reste du collège est nommé
par l'Assemblée nationale, mais par la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, il y en a 3 qui sont nommés par Yael Braun-Pivet là, actuellement. 3 nommés par Gérard Larcher, président du Sénat. 1 nommé par le Conseil d'État, par le président du Conseil d'État, et un autre par le président de la Cour des comptes. Et qui permet en gros d'avoir un collège, voilà, divers et qui représente, qui est censé être une unité. Ah, mince. Ah ouais, on a perdu la vidéo. On a perdu la vidéo, on a que le son. Putain, ça y est, c'est l'Arcom. C'est l'Arcom, ils sont en train de le... Ah, peut-être qu'il avait un coup de fil. En attendant, je voulais juste vous dire, il y a 39,4... Écoutez bien, 39,4... Enfin, il y a 39,4K. Notre Florian Guadalupe, je vous invite à donner de la sephore sur TikTok pour celles et ceux qui le sont. Il faut qu'on lui fasse péter les 40 000, la barre des 40 000. C'est, voilà, on peut le faire, on peut gérer. Alors, attends. On va voir si... Ah, ça y est. Ah. Alors, attends, je regarde. Non, c'est pas là, c'est ici. Tu m'entends, toi? Ah non, t'as coupé le son. Normalement, t'as coupé... On t'entend pas, ouais. On t'entend pas. Il y a écrit Florian a coupé le son de cet appel. C'est l'Arcom, je pense. Couper le son. Il y a écrit... Attends, je lui mets. Il y a écrit Florian a coupé le son de cet appel. Ouais, c'est l'Arcom. C'est l'Arcom, là, je suis sûr. Toi, tu nous entends, Florian? Tu nous entends? Ah non plus. Ok. Attends. Ah si, tu nous entends. Mince. Tu nous entends, mais toi, je sais pas pourquoi. Attends, on va trouver. Ah. Bon. Merde, attends, je retente. Hop. On va retenter. Excusez-nous, hein. Tout se passait bien. Évidemment. On va voir. Est-ce que là, tu m'entends? Ah, ouais. Là, c'est bon. Il y avait écrit Florian a coupé... Comme ça m'a coupé, donc... Ouais. Je sais pas. Ouais, donc... oui, j'étais en train de dire qu'on va essayer de taper les 40 000 parce que t'as 39,4 là. On va essayer de te faire taper les 40 000. J'ai lancé les cracks dessus. Ah, c'est chouette. Bah, écoute, on va essayer. On va essayer de donner toute la force. On l'a partagé. Et oui, donc, ouais, tu disais, ouais, en gros, tous les gros conseils, enfin, toutes les grosses assemblées étatiques nomment des responsables. Et donc, c'est un problème parce qu'en fait, en général, ils nomment soit des potes, c'est des passe-dés, il n'y a aucune compétence forcément liée à l'audiovisuel, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit la Cour des comptes, c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation. Ils ont coupé la source. Ouais, exactement. Très bonne expression. Mais ouais. En fait, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat que j'ai souvent dans mes lives. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer une autorité indépendante, qui est vraiment très compliqué. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à la nommer. En fait, aujourd'hui, on essaie de se dire que ce système-là permet un certain équilibre puisqu'il y a une alternance parce que on n'a pas la même couleur politique forcément à l'Assemblée nationale, au Sénat, du côté aussi du Conseil d'État ou la Cour de cassation. Donc, on a quand même des éléments qui sont différents, qui permettent de nommer des individus et ils ont une mission qui est censée être indépendante, c'est-à-dire que ils sont quand même surveillés par certains pour ne pas prendre parti. Maintenant, c'est vraiment à mon grand regret, mais la révélation de Mediapart qui montre que le collège a fait marche arrière sur une décision, c'est navrant parce qu'on passe notre temps à essayer de défendre cette autorité que je trouve faible, malheureusement. Que je trouve faible dans le sens où très clairement leurs outils de pouvoir, on a le sentiment qu'ils ont plein de possibilités et ils n'agissent que très peu.
Et pourtant, nous, on le voit. Toi, tu le fais dans tes émissions, dans tes contenus. Moi aussi, je le fais. J'essaie de le pointer d'un point de vue aussi journalistique, de médias, de le documenter. On voit bien que sur CNews, il y a des problématiques, mais sur d'autres chaînes aussi. Et quand on voit que ça n'accouche que sur une petite intervention, sur un attention. Mais voilà, mise en garde. Ouais. Tu recommences pas, s'il te plaît, c'est pas bien, Rappel à la loi. Ouais. Tu te dis qu'en gros, tout est possible, tu peux dire des atrocités, et que même si à la fin, il ne résulte, on va dire, allez, on va mettre 50 000 € d'amende, mais il a fallu combien de dérapages, de manquements pour atteindre 50 000 € sur un groupe qui aura déjà fait un bénéfice fou auparavant, et en étant aujourd'hui la première chaîne d'information de France. C'est grâce à ça aussi. Et l'ARCOM l'a permis. Exactement. On est raccord là-dessus. En tout cas, merci 1000 fois, Florian, t'as assuré. Merci d'avoir été notre premier invité duplex. Yes. Et c'était trop cool. Et on pourra se refaire de temps en temps si ça te dit des petits points comme ça sur certains sujets. Carrément. Carrément, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ouais. Et sur Eric Antoine, je me retenais tout à l'heure, mais ce qui est très marrant sur Eric Antoine, c'est que les médias Bolloré n'ont pas repris le fait qu'il les a accusés d'être racistes. C'est qu'Eric Antoine dit, vous êtes des médias racistes, et eux ils répondent juste sur on n'a pas de procès. Mais même pas, ils répondent sur le fait qu'ils ont été accusés d'être racistes. C'est très drôle. C'est genre en mode, oui, bon, ça, d'accord. Mais bon, on n'a pas eu de procès. Ouais, pour l'instant, ça va. On est passé. Pour l'instant, ça va. Et d'ailleurs, CNews a eu des procès, a été condamné pour racisme à la suite des propos d'Éric Zemmour, qui avait qualifié que tous les mineurs étrangers étaient des violeurs. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ouais, on s'en souvient. Donc en fait, en vrai, on peut le dire, quoi. Merci beaucoup, mon Flo. Yes. Merci à vous tous, merci à toi. Merci. Et à bientôt. Ouais. À bientôt, je te laisse raccrocher, je sais plus comment on fait. Ouais, t'inquiète. Ciao. Ah, ça fait plaisir. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.